Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Olivier Simbaluria. Donc, moi, je suis client architecte donc chez Oracle et je vais vous présenter en fait un sujet qui finalement devient incontournable quand on va parler de développement. C'est le sujet de la conteneurisation de la base de données. Donc, comment on va containeriser une base de données, sachant que, hein, bien sûr, je pense que vous le savez déjà, mais de base, les conteneurs sont plutôt stateless, donc ils ne sont pas réellement prévus pour abriter de la donnée. Donc, en termes d'agenda, je vous propose de commencer. On va passer rapidement sur les deux premiers sujets, mais je pense que c'est important que tout le monde ait le même niveau de compréhension. Donc, c'est déjà commencer par définir ce que c'est que la conteneurisation, parler rapidement des concepts clés que sont des concepts clés des solutions Docker et Kubernetes, qui sont finalement les leaders de ce marché de la conteneurisation. Je pense que c'est important tout de même de parler de sujets de conteneurisation, surtout dans un cadre database. Ensuite, on passera sur la partie sur les bénéfices pour les développeurs. Qu'est-ce que ça peut vous apporter de mettre une base de données Oracle en conteneurisé? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Pourquoi le faire? Quels sont les use cases? Ensuite, on passera sur les ressources. Donc, on a quelques ressources à vous fournir, notamment des images officielles qui vous sont fournies, des Dockerfiles que vous allez pouvoir utiliser pour construire vos propres conteneurs. On passera aussi sur la partie orchestration Kubernetes, avec notamment l'opérateur Kubernetes pour Oracle Database. Et puis, on terminera par une démonstration essentiellement sur Docker. Si on a le temps, j'essaierai de poursuivre sur Kubernetes, notamment sur comment créer une base de données 23C et Free4Dev sur Kubernetes. Voilà, donc c'est parti. Déjà, on va commencer par préciser ce que c'est qu'un conteneur. Donc, comparé à une machine virtuelle qu'on a ici, comparé à une machine virtuelle qui intègre toute la couche OS et toute la couche librairie ainsi que la couche applicative, le conteneur, lui, va se concentrer essentiellement sur les librairies applicatives. Donc, c'est essentiellement les librairies applicatives et l'application. Et il va s'appuyer en fait sur la couche OS haute pour les librairies tierces ou les librairies OS. Ce qui fait que finalement, on va avoir finalement des conteneurs qui vont être très très légers. Et c'est vraiment très léger et très simple à mettre en place. Et surtout qui ne sont pas liés à une infrastructure sous-jacente. C'est vraiment un conteneur est vraiment quelque chose qui est indépendant de l'infrastructure qui va tourner en dessous. Ce qui fait réellement toute sa force et toute sa puissance, c'est sa légèreté et sa simplicité de mise en œuvre. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes, surtout dans un contexte de database. Finalement, une database, on a quand même généralement de la donnée qui concerne la base de données. Donc, le fait d'avoir un conteneur qui à lui seul est très léger va apporter finalement de la flexibilité et de la simplicité. Euh, Docker, finalement, alors faut bien voir que c'est pas la seule solution du marché, mais c'est tout de même la solution la plus utilisée. Alors de nos jours, quand on développe une nouvelle application, on va avoir besoin d'aller de plus en plus vite pour être time to market sur l'application qu'on est en train de développer. Et finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer des applications qui vont être modulaires et dans l'objectif finalement de sortir une V1 le plus vite possible justement pour ce contexte et pour cette raison time to market.
Heu et dans ce contexte de modularité, finalement, ça va se reporter sur les développements et on va avoir des développements, qui vont être finalement des développements orientés microservices et c'est vraiment ce sur quoi nous, Oracle, on tend. C'est réellement sur la partie microservices. Si vous avez un petit peu écouté les autres sessions, notamment celle de Loïc Lefebvre ce matin, Loïc vous a présenté notamment, toute la partie, TEQ, toute la partie TEQ, pour la partie, la gestion de l'acidité des transactions microservices, vraiment, toute la partie, toutes ces parties-là sont vraiment très orientées microservices et dans ce cadre-là, Docker va répondre, à vos besoins par sa légèreté et par sa simplicité. Donc développement modulaire, des méthodes de développement itératives, agiles et notamment vraiment, beaucoup, aidé sur la partie microservices. Ce qui est important aussi à noter, c'est que Docker, il va être disponible on-premise, donc vous allez pouvoir l'installer sur vos machines, sur votre PC, sur un serveur, mais aussi bien évidemment, dans le cloud. Et ça, c'est de plus en plus, utilisé et on a de plus en plus de containers, qui sont créés finalement, à la place de machines virtuelles. Finalement, on a de plus en plus de containers qui sont créés. Donc les composants clés de Docker, alors il y a 3 grands composants clés de Docker, pour Docker. Le premier, c'est, finalement, ça va être le client, le premier. Le client va nous permettre finalement de piloter l'hôte et le Docker host à travers le Docker daemon et ça va nous permettre finalement de créer des conteneurs. Alors pour créer un conteneur, on a besoin de quoi? On a besoin d'une image. Cette image-là, finalement, on va aller la rechercher sur ce qu'on appelle la registry. Donc la registry, c'est ni plus ni moins qu'une bibliothèque d'images, qui va être mise à disposition, qui va vous être mise à disposition pour pouvoir, finalement créer un conteneur sur la base de cette image. Alors des conteneurs, des bibliothèques d'images, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a il y a le Docker Hub, par exemple. On a aussi, nous, la conteneur registry, je vous présenterai un peu plus tard. Mais en tout cas, on a des librairies d'images qui sont disponibles. Point important ici, c'est quand on va vouloir containeriser une database, ce que j'ai voulu schématiser ici, c'est la persistance de la donnée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les conteneurs sont essentiellement stateless, donc ils ne conservent pas la donnée lorsqu'on les redémarre. Quand on a besoin d'avoir une database sur un conteneur, finalement, on va devoir le configurer en mode stateful, donc avec de la persistance de la donnée. C'est ce qu'on verra tout à l'heure dans la démonstration. Kubernetes. Alors, quand on juste pour, en préambule, il y a eu une session, pour ceux qui voudraient suivre en replay. Il y a une session, qui était faite par Othman Taheri, le 23, notamment justement sur Kubernetes, dans OCI. Donc je vous invite à déjà revoir le replay. Je pense que ça vous permettra déjà de bien comprendre ce qu'est Kubernetes dans un environnement cloud. Alors Kubernetes, en synthèse, on va aller rapidement, mais en synthèse, Kubernetes, c'est quoi? On peut le schématiser finalement par cette petite image, hein. Quand on a des conteneurs et qu'on les orchestre correctement, finalement, on a une solution qui est robuste, qui est simple et qui est efficace. En fait, Kubernetes, c'est ça. Kubernetes, ça va vous permettre, d'automatiser, tous vos déploiements, d'automatiser votre réseau, de faciliter la scalabilité de vos applications, la disponibilité de vos applications. Finalement, ça vient compléter Docker parce que ça vient s'ajouter finalement à Docker. Moi, j'ai choisi simplement comment dire? 3 grandes fonctionnalités de Kubernetes, parce que c'est des fonctionnalités qui, au niveau de la database, qui ont leur importance. La première, c'est le déploiement. Ça va finalement simplifier le déploiement. On va pouvoir, demander à Kubernetes de démarrer, une base de données, de déployer une base de données, et de la laisser dans un état, qu'on souhaite, donc dans l'état démarré. Et si jamais elle est arrêtée, en fait, Kubernetes va la redémarrer tout seul. Le second point qui est à mon sens, presque le plus important, c'est le storage provisioning.
Là où Docker, lui, a besoin de volume spécifique pour la persistance de données, Kubernetes, lui, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du dynamic provisioning, et donc il va pouvoir provisionner automatiquement les volumes de persistance, et sans qu'on ait besoin de le faire. Et ça, c'est vraiment très, très important. C'est un point qui est vraiment très important. J'espère qu'on aura le temps de le voir tout à l'heure. Le troisième point, c'est la possibilité, donc c'est le self-healing, c'est vraiment la haute disponibilité. En règle générale, la haute disponibilité sur Kubernetes, elle va devoir être gérée applicativement. Malgré tout, on a quelques systèmes de haute disponibilité qui sont apportés par Kubernetes et qu'on n'a pas du tout sur Docker, notamment la possibilité de mettre en place des réplicas pour améliorer la haute disponibilité. Ça, c'est aussi supporté hein, sur les bases de données Oracle, cette partie réplica. Et puis, notamment d'autres sujets qui sont moins orientés aux disponibilités, mais plus orientés sécurité, mais c'est la possibilité d'utiliser des objets type secret pour stocker les mots de passe, par exemple. Ça, c'est des points qui sont importants. Cette partie aussi, Kubernetes va être disponible en on-prem, hein, bien sûr. On va pouvoir mettre un cluster Kubernetes on-premise sur des serveurs ou sur des environnements virtualisés ou sur des environnements bare metal. On va pouvoir en mettre aussi dans le cloud, notamment sur OCI, avec le service Kubernetes qui est directement disponible sur OCI. Et on va pouvoir aussi mettre du cluster Kubernetes en hybride, donc avoir des parties qui sont on-prem et des parties qui sont dans le cloud. Sur les concepts clés sur cette partie Kubernetes, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu sur Docker. Le premier, c'est le client. Donc, on avait Docker sur la partie Docker. Là, on a kubectl qui va permettre de piloter finalement le cluster Kubernetes, et on va pouvoir lui appliquer des configurations qui vont finalement être des créations de conteneurs Docker au sein du cluster Kubernetes. Donc, quand on va vouloir créer un conteneur, on va demander à l'API interne du cluster Kubernetes qui est sur le masternode. Hein. Donc, un cluster Kubernetes est composé de 3 nœuds minimum, puisqu'il y a un masternode qui va gérer le cluster, et on a 2 nodes qui sont des nodes workers qui vont abriter ce qu'on appelle donc les pods qui sont des ensembles de conteneurs applicatif. Donc, quand on va créer un pod, finalement, on va demander à l'API de créer un pod. Si l'image ne se trouve pas sur la registrie d'image locale, on va aller la télécharger sur la registrie, tout comme Docker l'aurait fait, et on va la stocker en local pour pouvoir créer les pods. Donc ça se fait vraiment de manière autonome, et le gros avantage, ça va être vraiment la possibilité d'orchestrer ces conteneurs de manière beaucoup plus poussée que ce qu'on ferait sur Docker, et on verra par la suite dans les slides, notamment avec l'opérateur Kubernetes, qu'on peut aller aussi encore beaucoup plus loin. Donc, les bénéfices pour les développeurs. Alors, le premier, donc je rebondis encore sur la présentation de Loïc Lefebvre ce matin. Donc, Loïc vous a présenté les nouveautés de la DB23C. Je vous invite encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, à revoir en replay. C'est très orienté microservices et bases de données convergées. Le point fort justement de cette base Oracle, c'est vraiment la partie Converge Database. C'est cette Converge Database qui va être multi-workload, multi-data type, et du coup idéal pour les microservices, et ça prend réellement tout son sens dans un environnement conteneurisé finalement. Et donc, faire le choix de la base de données Oracle pour tous les types de développement, ça prend aussi tout son sens. Ensuite, ce qu'on va pouvoir coupler à ça, c'est aussi tous les types de développement, comme le disait aussi Stéphane Duprat tout à l'heure. On a ORDS qui existe et que vous allez pouvoir utiliser et qui est gratuit. Vous allez pouvoir utiliser du PLSQL pour développer au sein de la base de données, du JavaScript depuis la 23C, vous allez pouvoir aussi le stocker au sein de la base de données. Vous allez pouvoir développer en Python, en Java, en Apex pour du low-code, vous allez pouvoir faire du GraphQL et bien d'autres. Hein. Vous allez pouvoir aussi en faire bien d'autres. Et tout ça, c'est disponible sur la database 23C
la Free for Developer Release qui est sortie il y a une semaine ou deux maintenant. Donc ça, c'est disponible. Vous allez pouvoir, cette base de données, donc elle est disponible soit sur du serveur Linux on-prem que vous allez pouvoir installer dans RPM par exemple, soit directement sur un conteneur Docker. Et ça, c'est ce qu'on verra dans la démonstration tout à l'heure. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que Oracle, c'est aussi un des gros contributeurs de l'open source. Et ce que je voulais vous montrer, c'était notamment ce site qui recense des, des projets, finalement, un ensemble de projets open source classifiés par typologie. Et par exemple, si on va voir ici sur les databases, on voit ici que finalement, il y a beaucoup de databases en fait qui sont disponibles sur des solutions type open source. Donc, pardon, ça c'est les tools. On a donc MySQL Community Server, NoSQL Database Community Edition, Database Express, Database Free. Donc ça c'est celle qu'on va tester tout à l'heure. Voilà. Donc on a un ensemble d'outils, de solutions qui sont disponibles pour vous les développeurs et que vous pouvez utiliser de manière très simple. Il y a un autre site ici, je pense, qui est vraiment très intéressant et que vous pouvez utiliser aussi, qui est référencé ici. C'est opensource.oracle.com et il référence tous les projets sur lesquels Oracle est contributeur, soit contributeur principal, soit contribue simplement au développement de la solution. Si je prends par exemple Docker, si je recherche par exemple Docker, en fait, je vais retrouver tout ce qui est lié de près ou de loin à Docker. Et donc, j'ai tous les projets ici, tous les projets qui sont liés de près ou de loin à Docker. Et si je prends par exemple, il y en a que je vais vous présenter tout à l'heure, notamment celui-ci Docker Image qui recense les Dockerfiles, le FN Project qui est un projet qui est une solution serverless pour Kubernetes. Donc voilà, vous avez vraiment tout cet ensemble d'outils qui sont mis à votre disposition pour tous vos développements. Ça, je pense que vraiment, c'est quelque chose qui est important. Euh, Maintenant, sur la partie Kubernetes, sur la partie Docker, pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, quand on fait des développements, on va avoir besoin d'images. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher, là où on a l'habitude d'aller chercher, et souvent, on va chercher sur Docker Hub, par exemple. Cependant, euh, on n'est pas sûr que les images qu'on va récupérer sont réellement des images qui sont up-to-date, qui sont sans faille de sécurité ou qui sont réellement fournies par l'éditeur. Nous, ce qu'on vous propose, c'est des images qui sont supportées. Donc, on a une registrie qui est dédiée à ça et on vous propose des images qui sont supportées. On va avoir des images de la XE, notamment, hein, donc des éditions XE, des éditions, donc la 23C qu'on va voir tout à l'heure, des éditions Enterprise, Standard, Single Instance, Rack, Sharding. On va même pouvoir faire déployer directement dans un conteneur Docker du sharding, hein, donc qui est vraiment lié à tout ce qui est géodistribution de la donnée. Au-delà de ça, au-delà de cette partie image, hein, donc là, on vous met à disposition les images prêtes à l'emploi que vous allez pouvoir utiliser directement. Maintenant, si vous avez des spécificités dans vos organisations, que vous voulez ajouter des choses à vos images, que vous voulez les modifier, les structurer comme bon vous semble, on vous met aussi à disposition les sources de création de ces images avec une base OS, c'est-à-dire que vous avez le Dockerfile qui commence finalement à l'OS avec une base OS. Donc c'est un OS généralement qui est en Oracle Linux Slim. Et derrière, en fait, c'est réellement l'installation de toutes les solutions Oracle qui sont derrière. Donc, si on continue, on a ici, donc la première partie, c'est les images officielles. Donc, les images officielles, elles sont référencées sur l'Oracle Container Registry. Je vous ai mis une capture d'écran ici. Et donc, c'est des images qui sont testées et approuvées, donc vraiment pour tous les produits, pour toutes les solutions Oracle. Donc, si on va voir ici, alors,
Ici, vous arrivez sur Oracle Conteneur Registry et ce que vous voyez vraiment, c'est, finalement, toutes les solutions classées par catégorie, d'accord? Et donc vous allez pouvoir, avoir les conteneurs Docker, notamment liés à la database, liés à Golden Gate, liés à GraalVM, à MySQL, le middleware avec WebLogic, Java et notamment aussi les OS avec Oracle Linux. Donc si on va voir ici, par exemple, sur la partie database derrière, on va voir que c'est, séparé en 2 parties. Donc on a la partie des solutions qui sont ici, sous licence et la partie des solutions qui sont sous licence open source. Donc vous voyez ici qu'il y en a une certaine partie, une certaine catégorie qui est sous licence open source. Nous, ce qu'on va utiliser dans le cadre de la démonstration tout à l'heure, on va utiliser celle-ci, qui est la Database 23C Free for Developer Edition. On va utiliser ORDS, on va mettre en place aussi ORDS que vous avez vu dans la session précédente avec Stéphane Duprat. Nous, on va le mettre en place au sein d'un conteneur Docker. On va mettre en place aussi l'exporteur d'observability pour Prometheus. Donc ça, on vous fournit en fait pour vos besoins de supervision et pour vos besoins d'observability, qu'ils soient métiers sur l'application, hein, donc de l'observability au niveau de l'application ou au niveau système Oracle, on vous fournit l'observateur, pardon, l'exporteur qui va vous permettre de le coupler à Prometheus et éventuellement à Grafana derrière pour pouvoir faire votre solution d'observability. Donc ça, on va tester tout ça. Si je prends par exemple la database qui est ici, on a toute la documentation d'installation. Vraiment, tout est détaillé. Vous allez pouvoir l'installer de manière très simple. Tout est détaillé. Toute la documentation est détaillée. Et avec toutes les options qui sont possibles de mettre en place, notamment sur les SID quand on veut créer, les mots de passe, la SGA, la PGA, donc tout ce qui est configuration mémoire, si on veut que ce soit en archive log. Et ici, si je vais à la fin, vous allez pouvoir, par exemple, ici, déployer, spécifier la version que vous voulez installer. Donc nous, on n'aura pas à le faire puisqu'on va utiliser la version 23C, donc il n'y en a qu'une. Mais ici, vous voyez que c'est disponible depuis la 12.1.02. Hein. Donc vous allez pouvoir déployer des versions dans Docker ou Kubernetes. Vous allez pouvoir déployer des versions à partir de la 12.1.02. Elles sont directement disponibles ici. Ensuite, donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc pour un peu plus de flexibilité, on vous fournit aussi les Docker files pour créer finalement vos propres images. Et donc sur ce site, en fait, vous allez trouver à la fois les images, les Docker files pour créer vos propres images, mais aussi, alors j'anticipe un petit peu, on va le voir après, mais aussi la possibilité de créer vos propres Helm-charts pour Kubernetes. Donc pour simplifier aussi vos déploiements à l'aide d'Helm-charts. Donc si je vais voir ici, donc en fait, vous avez ici un répertoire par solution. Et donc sur chaque solution, vous allez avoir à disposition les Docker files. Donc si on va au niveau de la database ici, on va avoir le choix derrière entre rack et single instance avec une documentation. Si on va sur single instance, on voit ici qu'on va avoir l'ensemble des Docker files, même depuis la 11.2 finalement, hein, jusqu'à la 23.2. Donc on a l'ensemble des Docker files qui vont vous permettre de construire vos propres conteneurs. Donc si je vais par exemple sur celui-ci, mais vous voyez en fait qu'il est il est sur une base Oracle Linux. Donc vous avez vraiment la création de l'image Docker depuis le début.
Donc sur une base Oracle Linux, vous avez vraiment tout le Dockerfile qui va vous permettre de créer votre propre image. Finalement, ce Dockerfile, vous allez pouvoir l'adapter et l'adapter à vos besoins si vous avez des choses particulières à mettre en place avant le déploiement de vos conteneurs Docker. Donc tout ça, c'est des choses qui vous sont mises à disposition. Vous les avez, c'est déjà à disposition. C'est déjà, vous voyez que la 23.2 est déjà sortie, c'est assez récent parce qu'il y a quelques semaines, elle n'y était pas. Vous voyez, ça a été fait il y a 3 semaines seulement. Donc voilà. Donc tout ça, c'est à votre dispo. Maintenant, quelques recommandations, quelques bonnes pratiques et quelques recommandations quand on veut installer de la database Oracle sur Docker. Nous, ce qu'on préconise pour des questions de sécurité, c'est d'utiliser toujours un operating system minimal, donc notamment un Oracle Linux 8 Slim. C'est vraiment un Linux minimal pour justement éviter les failles de sécurité. D'utiliser aussi bien sûr la dernière version de Docker et puis les derniers builds d'images, que ce soit les Dockerfiles ou que ce soit les images finalisées, d'utiliser réellement les dernières qui sont en place et bien sûr sur notre site puisque c'est les seuls qui sont certifiés, qui sont validés. En tout cas pour si c'est un environnement qui est destiné à de la production. Sur la partie database, pour un environnement Docker, on va préconiser un file system type BRTFS pour le stockage, notamment pour la partie production, pour les environnements de production. C'est le système de fichiers qui va être recommandé pour stocker les volumes. Bon, dans la démo, c'est pas quelque chose que j'ai mis en place, mais en tout cas, c'était pas un environnement de production, mais pour un environnement de production, c'est tout de même ce qui serait à mettre en place. Maintenant, on va passer sur Kubernetes. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Kubernetes, ça va servir à opérer les bases de données, opérer le life cycle des bases de données. Donc, quand on va vouloir créer un conteneur, un pod avec Kubernetes, Kubernetes va nous permettre de le manager finalement, de le manager et de l'orchestrer comme on le souhaite. On va aller beaucoup plus loin que Docker dans la configuration et on va surtout pouvoir avoir quelques features d'high availability, puisque déjà de base, on est sur un cluster, on n'est pas sur un Docker standalone, même si Docker, depuis quelque temps, on peut utiliser Swarm, par exemple. En tout cas, sur Kubernetes, on a quand même quelques fonctions de disponibilité, de disaster recovery, notamment avec les réplicas. On va pouvoir faire aussi de la scalabilité horizontale, et tout ça, c'est de la configuration déclarative avec des fichiers YAML. Maintenant, une fois qu'on a dit ça reste quand même relativement complexe à mettre en œuvre. Donc pour améliorer, pour simplifier vraiment tout ça, on a deux possibilités. La première, c'est d'utiliser mchart. Donc finalement, c'est ni plus ni moins qu'un package manager, un package manager. Ça va vous permettre de déployer des configurations simples sur base de template mchart et on va pouvoir faire des opérations relativement simples, type installation, suppression, création, des opérations relativement simples. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin et déployer des applications un peu plus complexes, et surtout plus custom, et notamment des applications type stateful comme la database, en fait, on va finalement plus utiliser l'opérateur Kubernetes. Et donc cet opérateur Kubernetes, nous, on vous le met à disposition. Et donc l'opérateur Kubernetes, il va vous permettre, toujours à travers kubectl et un fichier YAML, il va vous permettre de déployer de la base de données au sein. On a trois possibilités, soit au sein d'un conteneur directement, donc dans un pod finalement, dans un conteneur qui est dans un pod Kubernetes, tout en gérant bien sûr la persistance de la donnée. Euh, on va pouvoir déployer ça sur de l'on-premise, sur un serveur par exemple. On a vu tout à l'heure la notion de PDB et de CDB. Donc on va simplement pouvoir créer un conteneur database au sens oracle du terme. Hein. On va créer un conteneur et l'opérateur Kubernetes va créer des pluggable databases. L'opérateur Kubernetes va créer des PDB finalement sur ce conteneur. Et tout ça, ça va pouvoir être opéré
par l'opérateur. Et en plus de ça, on va pouvoir aussi créer des bases de données sur OCI, des Autonomous Database directement sur OCI. Donc en synthèse, on va pouvoir créer de la database en conteneur, de la database on-prem, de l'Autonomous Database. Et tout ça, on va pouvoir aussi opérer le lifecycle. On va pouvoir bien sûr les provisionner, les supprimer, on va pouvoir les démarrer, les arrêter, mais quelque chose qui est important aussi, on va pouvoir aussi faire le bind. Le bind, en fait, c'est si par exemple j'ai créé une Autonomous Database sur OCI et que je veux la piloter par l'opérateur Kubernetes, je vais la binder dans Kubernetes et Kubernetes la verra et on pourra l'opérer directement avec l'opérateur. On va pouvoir aussi gérer du backup restore, du patching, de l'upgrade, du monitoring et tout ça de manière très très simple. Donc si on va voir ici, donc ici, on a l'opérateur Kubernetes et donc vous avez une documentation finalement qui est très simple, donc supportée sur tous ces environnements qui sont là, d'accord? Donc moi l'environnement que j'ai mis en place, bien sûr, c'est un environnement de ce type. Euh, Ici, vous avez les prérequis et l'installation. Donc l'installation, c'est deux choses. Donc c'est celui-ci, c'est ceci. Donc on va déjà installer les certificats parce qu'il y a besoin d'avoir des certificats pour des connexions TLS à des sites pour aller installer l'opérateur. Et donc l'impérateur se fait de manière très simple ici. Avec cette commande-là, on va installer l'opérateur. Donc ça, je vous le montrerai juste après. J'espère qu'on aura le temps d'aller jusque-là. Mais en tout cas, l'opérateur Kubernetes, c'est vraiment quelque chose qui est très très simple à installer et très simple à piloter. Ça simplifie énormément le déploiement des databases et surtout ça simplifie la persistance des databases de la donnée, pardon, parce que ça va provisionner dynamiquement et automatiquement les blocs volumes directement pour pouvoir abriter la donnée. En plus de ça, donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir un point important, c'est Oracle. C'est une base de données finalement très riche en statistiques. C'est une base de données qui dispose d'énormément de statistiques qui vont pouvoir être utilisées pour de l'observability. Et donc, on va pouvoir utiliser des exporteurs Prometheus et donc Prometheus donc on va publier des exporteurs et on va les utiliser dans Prometheus pour pouvoir gérer toute cette observability. On va pouvoir coupler aussi tout ça dans Grafana et aussi utiliser Loki pour gérer la partie log, l'export des logs pour pouvoir confronter ça à ce qu'on voit à ce qu'on voit au niveau de Prometheus. Tout ça, c'est disponible sur GitHub. Je vous ai mis quelques liens qui sont ici, vous les aurez dans la présentation. Tout ça, c'est disponible sur GitHub et c'est aussi, bien sûr, open source. En synthèse, on a adopté depuis longtemps maintenant l'utilisation des conteneurs EDK8S. On va vous fournir des images de conteneurs qui sont supportés, qui sont certifiés sur des infra Oracle et non Oracle. Vous allez pouvoir utiliser Nchart, vous allez pouvoir utiliser l'opérateur Kubernetes pour déployer vos pods database au sein d'un cluster Kubernetes et tout ça de manière très simple. Et encore une fois, que ce soit l'opérateur, il est développé par Oracle, mais il est développé aussi sous un format open source disponible sur GitHub. Donc voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Juste pour finir sur la présentation, je vous présente ce Live Labs que vous allez pouvoir utiliser pour un peu voir comment on peut conteneuriser de la base de données et vous allez pouvoir réellement pratiquer. Je me suis un peu inspiré moi j'ai repris finalement l'application qui est dans Live Labs, même si je l'ai un peu customisé entre guillemets pour qu'elle utilise ORDS à la place des deux API JavaScript qui étaient intégrés. La démonstration. Donc, ce que je vous propose, c'est une démonstration déjà sur Docker. Donc,
J'ai installé un serveur, une instance Linux qui est sur un Ubuntu 2024 LTS. J'ai créé un nouvel utilisateur, j'ai installé les prérequis, j'ai installé Docker CE, SQLCL qui est le nouveau CLI qui est en Java qui va vous permettre de simplifier finalement, qui améliore énormément SQL+ pour ceux qui connaissent. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de déployer une database 23C Free4Dev sur un conteneur Docker et de se connecter simplement avec SQLCL. Ensuite, on va déployer une solution ORDS, toujours en tant que conteneur qui va être connecté à cette database 23C Free4Developer. On va utiliser SQL Developer Web pour notamment ajouter de la donnée qu'on va utiliser après pour l'application qu'on va installer. Et on va utiliser aussi Postman pour ajouter de la donnée à travers l'API REST qu'on va utiliser aussi dans l'application qu'on va créer juste après. Donc cette application qui est ici, on va déployer donc une application. L'application, elle est composée d'une UI simplement. C'est une application toute simple, hein. C'est vraiment c'est une application d'un revendeur de fournitures de bureau. Donc, c'est vraiment, on a une liste de fournitures de bureau avec, quand on clique sur la fourniture de bureau, on va avoir une liste de tweets pour savoir si les clients ont été satisfaits ou pas satisfaits. Donc, ces listes de tweets sont présentes au sein d'un document JSON qu'on va importer à travers l'API REST et les données des produits, on va les importer à l'aide de SQL directement. Et puis on va aussi tester, on va aussi regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec l'observability et avec Prometheus. Donc allons-y. Alors, on va se mettre sur un CLI. Voilà, donc là je suis connecté sur mon instance. Donc la première chose qu'on va faire, c'est hop, on va aller regarder. Alors j'avais un peu anticipé, j'ai déjà récupéré les images. Donc toutes les images, elles sont déjà récupérer, donc comme ça ira un petit peu plus vite. Donc j'ai utilisé cette image database, qui est une image en fait qui se déploie très très rapidement, qui a été créée par un collègue. C'est une image qui se déploie très très rapidement, entre 25 et 30 secondes. On va pouvoir déployer cette base de données, elle est up and ready, on va pouvoir la déployer et l'utiliser directement. Et ensuite, on a ORDS qui est ici. On va le déployer aussi ici. Et puis derrière, on va utiliser Prometheus et Nginx en reverse proxy. Et puis, allons-y. Donc, la première chose à faire, ça va être de créer les répertoires pour pouvoir abriter la persistance, pour pouvoir abriter les données persistantes de la base de données. Donc, on va créer tout ça dans /opt Oracle Database. On va le donner à l'utilisateur. La petite subtilité ici, on va donner le data au groupe 54321 qui est le groupe qui va être mappé au sein du conteneur. À l'intérieur du conteneur, c'est le groupe d'installation. C'est le fameux groupe OInstall qui est à l'intérieur du conteneur. C'est pour que le conteneur puisse avoir les droits d'écrire dans ce répertoire-là sur l'autre. Donc ensuite, on va créer le réseau qui va être utilisé par la suite. Et là, ensuite, on va créer directement la database. Allons-y. Voilà. Donc là, j'ai lancé la création de la database. Donc j'ai simplement ici spécifié le mot de passe. J'ai spécifié le mot de passe Oracle. Je lui demande de créer un utilisateur qui s'appelle app et avec son utilisateur qui est ici. Et je publie le port, j'expose le port 1521 directement. Donc si je regarde ici les logs, elle est déjà dispo en fait, hein, donc on voit qu'elle était créée vraiment très rapidement. Donc hop, en moins de 30 secondes, on voit ici 37.7 jusqu'à 37.31, donc moins de 30 secondes, elle a été créée. Donc là, elle est déjà disponible. Donc si je m'y connecte, je peux vous montrer rapidement. On s'y connecte directement en bash. Et ici, excusez-moi, erreur, ici,
je vois bien le groupe 34321 qui est le groupe on install, donc c'est celui-ci qu'on a mappé. Donc ici, maintenant on va installer, on va configurer, ORDS, donc Oracle REST Data Service, hein. Oracle REST Data Service, pour rappel, si vous n'avez pas vu la présentation de Stéphane Duprat, je vous invite à le revoir, mais globalement, ça va vous fournir, une API REST pour, la base de données, ça va vous fournir SQL Web Developer, développeur web, pardon, et l'API REST. Donc nous, on va commencer par le créer. Donc pour créer ORDS, on va déjà commencer par créer les répertoires pour la persistance. On a besoin d'un répertoire en particulier qui est le secret. C'est le répertoire dans lequel on va préciser la connexion à la base de données. Donc pour préciser la connexion à la base de données, on a simplement à créer un fichier qu'on appelle constring.txt ici. On va le donner dans ce répertoire-là, et il va être mappé dans le répertoire, dans un répertoire variable qu'on va voir juste après quand on va créer le conteneur. Donc ici, si je crée le conteneur, voilà, donc je vois que j'ai mappé le répertoire ORDS secret dans le répertoire variable, et en fait, au démarrage du conteneur, ORDS va lire ce fichier et ça va lui permettre de connaître la chaîne de connexion à la base de données. Point important, nous, on va se connecter à la base de données, à la PDB, donc parce qu'on a besoin de faire des opérations sur les PDB et pas sur la CDB. Donc les opérations, nous, on souhaite faire l'API, on souhaite utiliser l'API SQL Developer Web. Donc on va se connecter en SYS, ça c'est important, il faut se connecter en SYS sur la PDB. Et donc là, si je regarde les logs, donc les ORDS est en train de démarrer, donc ça y est, il est démarré. Donc ce qui est noté ici, c'est qu'il a simplement créé quelques objets dans la base, et donc il est démarré, et il a bindé, pardon, il a bindé sur, en HTTP, donc sur le port 81, et il écoute sur toutes les IP. Donc ce qui est important ici, c'est qu'on voit qu'il est en HTTP, donc on ne va pas nous le mettre en HTTPS, mais sachez qu'il est possible de le mettre en HTTPS, donc soit directement à travers ORDS, on peut le faire avec ORDS, on peut aussi le faire avec un load balancer ou un reverse proxy qui serait Terminator SSL. Donc ici, on a déployé ORDS, donc si on veut le tester, donc il est en localhost, donc on va le tester ici. Et donc on voit on obtient une 302 found, donc c'est simplement une redirection, donc c'est un comportement normal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer, l'API REST sur le schéma APP. Donc on va déjà se connecter à la PDB avec ce schéma APP. Voilà, donc toujours avec SQL, hein, c'est le fameux CLI qu'on utilise beaucoup. Et ici, on va exécuter la commande enable schema. Vous avez dû voir aussi tout à l'heure dans la présentation de Stéphane. Et on va aussi désactiver, pour des questions de simplicité d'usage, on va désactiver l'authentification à l'API pour Soda, parce qu'on va utiliser Soda au sein de l'application. Et pour des questions de simplicité, j'ai désactivé l'authentification. Mais bien sûr, en production, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait faire. C'est aussi à ce niveau qu'on pourrait activer l'API MongoDB. Et donc, pour cette API, c'est simplement 2 configurations qui sont à positionner. On se connecte sur le conteneur, on positionne 2 configurations, et on a l'API qui est automatiquement configurée. Je vous invite d'ailleurs à suivre la session suivante qui est faite par Loïc et qui va vous montrer un peu comment configurer tout ça. Donc maintenant, on va se connecter. On va faire un tunnel SSH pour pouvoir se connecter en local, pour que je puisse me connecter en local. Donc, hop, donc là j'ai fait mon tunnel SSH. Donc ici, on a installé ORDS, on a configuré le schéma APP pour qu'il puisse être utilisé à travers SQL Web Developer, à travers l'API REST. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à SQL Web Developer. Donc, je vais prendre mon navigateur, se connecter à SQL Web Developer. Hop.
Voilà, et donc là, on voit, je suis connecté sur le SQL Web Developer qui est dans le conteneur ORDS et qui se connecte à la base de données Oracle, qui est elle aussi dans un autre conteneur ORDS. Donc ici, vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc, vous avez la possibilité de faire du SQL directement, donc d'exécuter des scripts, d'exécuter des requêtes, de configurer l'API REST, que vous allez pouvoir configurer directement des endpoints ici à ce niveau-là. Donc, vous allez pouvoir le faire soit en PLSQL, soit ici directement. Vous allez pouvoir gérer vos collections JSON directement au sein de la base de données, et puis faire tout un tas, possibilité de faire tout un tas d'options, tout un tas d'usages. Donc là, on a fait déjà ces installations. Maintenant, ce que je vous propose, ça va être d'installer une application. Donc l'application dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'application de vente de fourniture de bureau. Donc elle est composée de deux endpoints d'API. Donc il y en a un qui renvoie des produits, une liste de produits avec un prix, avec un nom de produit, avec un fournisseur. Et puis il y a une autre API qui renvoie des tweets sur ces produits. Donc on a dans les tweets, on va faire le lien avec les tweets par rapport au produit, au nom du produit qu'on va trouver dans le texte. Et donc ça, c'est l'application qui va se charger de ça. Pour la partie API, que ce soit sur l'API JSON, enfin l'API des tweets ou l'API des produits, on va utiliser ORDS pour ça. Donc on va le configurer ORDS pour ça. Donc la première chose à faire, donc, ça va être d'ajouter de la donnée. Donc, on va déjà commencer par ajouter de la donnée. Donc, ici, on va déjà ajouter des data. Hop, on va créer deux tables. Donc, on va créer deux tables, une table produit et une table product catégorie. Ici, notez juste la petite commande qui est intéressante et disponible depuis la 23C, qui est le drop table if exist. Ça, c'est intéressant. Ça vous évite les erreurs dans les scripts si jamais la table existe déjà. Elle n'existe pas, pardon. Donc, voilà. Donc là, on a créé les deux tables. On va ajouter les données. Hop. La deuxième. Alors, ce qui aurait été aussi intéressant ici, vous avez la possibilité pour l'ajout de données, vous avez la possibilité ici d'utiliser le data load, qui permet d'ajouter des données type CSV, type XLS directement ici, et ça crée automatiquement les tables. Hop. Donc là, si je rafraîchis, donc on a bien nos deux tables qui ont été créées ici. Ce qu'on va faire ici, c'est activer AutoRest sur cette table product, puisque c'est la table qui va être utilisée dans l'application. Donc on va activer AutoRest ici, tout simplement. On va faire enable ici. On ne va rien changer. Par défaut, on ne veut pas d'authentification parce que l'application n'est pas conçue en tout cas pour ça. Mais idéalement, il faudrait une authentification dans un monde de production. On va activer AutoRest. Et ici, dès le moment où j'ai activé AutoRest, on va aller voir sur Postman. Dès le moment où j'ai activé AutoRest, je vais aller pouvoir consulter cette table directement. Ça va afficher les produits directement. Et comme j'ai activé AutoRest, je vais pouvoir requêter sur la clé primaire en ajoutant simplement le numéro de la clé primaire qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est déjà activé. La première partie de l'API est déjà disponible pour l'application qu'on va déployer juste après. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une collection JSON avec Soda. Donc, cette collection JSON, on va la créer ici, de cette manière-là. On va appeler ce endpoint avec la méthode put, et on va nommer cette collection sample tweets. On va l'appeler. Et donc, ça va renvoyer 1, ça veut dire que la collection est créée.
Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des données dans cette collection. Donc, pour ajouter des données, on va simplement lui préciser Custom Action Insert, Sample Tweet, et on va lui donner le fichier qu'on veut importer directement ici. Donc, on va faire Send, et donc ça importe le fichier directement dans la collection, et on va pouvoir aller voir le contenu de cette collection qu'on va voir affiché ici. Donc ça, c'est vraiment la liste des tweets. Vous voyez ici, on a les values, on a le texte ici, et on a vraiment pas mal d'informations. Cette collection, vous allez pouvoir aussi juste la voir ici. Donc c'est une table, hein, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. C'est une table, mais vous allez pouvoir aussi la voir directement ici, dans les collections JSON. Voilà, on la voit ici. Et vous allez pouvoir requêter directement ici au format JSON. Donc là, on a déjà on a créé les données qui vont permettre d'utiliser l'application. Donc maintenant, pour la partie application, on va déployer l'application. Donc pour déployer l'application, j'ai essayé de faire au plus simple, et donc j'ai créé un Docker Compose qui va créer directement l'application. Donc l'application, elle s'appelle Alpha Office. Donc ça, c'est le user interface qui est ici. Donc on va créer ce conteneur qui est ici, toujours sur le même réseau. On spécifie toujours le même réseau sur le port 8085. Et moi, j'ai modifié simplement le JavaScript à l'intérieur, hein, pour porter sur ORDS les deux API. Donc, j'ai modifié simplement le JavaScript, et donc je recrée un build pour le pousser. Donc, j'ai un Dockerfile pour recréer un build et pour pousser la nouvelle image avec le nouveau JavaScript. Donc, on va aussi créer un Nginx qui va permettre d'appeler l'application sur un nom un peu plus sympa, qui est app.demodocker.fr. Et donc ça permet simplement d'appeler l'application sur un nom et sur le port 80 plutôt que sur un localhost avec une IP. Ce qu'on va ajouter aussi, c'est un exporteur Prometheus. Donc là, on va utiliser celui qu'on a vu tout à l'heure sur la conteneur registry Oracle. Donc c'est l'Observability Exporter. Et donc, on va lui configurer des métriques custom, qui sont ici. On a défini quelques métriques. Et donc, on a un métrique qui va être un métrique type métier. Donc, simplement le nombre de produits. On aurait très bien pu imaginer mettre d'autres choses qui sont plus orientées métiers, qui pourraient être graphées et qui pourraient donner un ordre d'idée de l'état de l'application, par exemple. Ou alors, on aurait très bien pu imaginer aussi avoir le nombre de sessions et pouvoir dire en fonction du nombre de sessions, eh bien, je vais augmenter le nombre d'ORDS, le nombre de back-end d'ORDS qui vont me permettre d'absorber la charge de mon application, par exemple. Tout est possible, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles. Et notamment avec Docker, quand on voit la rapidité où on peut déployer les applications. Et donc, on va déployer aussi un Prometheus, et Prometheus va être connecté à l'exporteur qui est ici. D'accord? On va connecter Prometheus à l'exporteur. Donc ça, pour faire ça, on va déjà cloner le Git, parce que je vous ai mis tout ça sur un GitHub que je vous publierai si vous le souhaitez. Donc, on va publier tout ça sur un GitHub. On va cloner le GitHub. Donc là, il est cloné. Hop. Donc, j'en ai fait un existing DB puisque la database EORDS existe déjà. Donc là, on retrouve les documents qu'on a, on retrouve déjà les fichiers qu'on a. Et ici, on va faire un Docker Compose Up pour pouvoir créer. Donc déjà, on recrée l'image de l'application, puisque j'ai simplement ajouté le fichier JS. Si vous voyez ici, j'ai copié mon fichier JS j'ai écrasé l'autre fichier JS qui existait déjà pour pouvoir utiliser ORDS à la place des deux autres conteneurs d'API qui étaient créés initialement. Et donc là, j'ai simplement mis une dépendance. Je lui ai simplement dit qu'il attendait que l'application soit démarrée pour pouvoir démarrer Nginx. Donc là, il est en train d'attendre, voilà. Donc là, si on fait un Docker PS, on voit que tous les conteneurs sont créés. Donc, on a le conteneur Oracle qui est toujours là, le conteneur ORDS. On a créé, lui, l'application. On a créé l'exporteur pour Prometheus. On a Prometheus et Nginx. Donc maintenant, si je vais voir au niveau
de l'application. Ah oui, un petit point qui était aussi, important, c'est vous allez pouvoir aussi, mettre des health checks aussi au niveau de la database. Il y a un fichier il y a un health check qui est présent ici, que vous allez pouvoir utiliser pour vérifier, pour valider le bon démarrage de votre base de données, Oracle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va se connecter à lui. Donc pour se connecter à lui, on va utiliser l'URL qui est celle-ci. Voilà. Et donc là, on a directement l'application. Donc l'application, elle s'est connectée à ERDS, elle est allée rechercher cette liste de produits avec les images. Et quand on clique dessus, on va rechercher les tweets directement à travers le conteneur ERDS et on va rechercher directement les tweets qui sont ici. Donc on a une application qui est peut-être simple, mais en tout cas qui est fonctionnelle. Et ici, voilà, donc on a déployé complètement une application. Donc là, on en a à peu près terminé avec la démo. Simplement synthèse, on a déployé une base de données, on a déployé ERDS, on a déployé une application. J'allais oublier Prometheus. Donc on va simplement se connecter sur Prometheus et vous montrer. C'est pas celui-là, pardon. Je vais simplement vous montrer ce qu'on retrouve au niveau de Prometheus. Voilà. Et donc là, par exemple, toutes les statistiques et tous les métriques qu'on a pu retrouver. Donc on a des métriques qui sont nommées Oracle. Donc on a tous les métriques qu'on a créées. Ça, c'est les métriques qu'on a créées. Donc il y a les active sessions, les block sessions, tout ce qu'on peut trouver, c'est simplement savoir si elle est up ou down. Et celui qu'on a spécifiquement créé pour l'application, celui-là, on va le retrouver ici, c'est Product Numprod. Par exemple, si je le clique et si je regarde, eh ben, en fait, je vois qu'il a une valeur à 57, donc il est allé rechercher le count du nombre de produits finalement. Et donc ça, par exemple, je vais pouvoir le grapher et je vais pouvoir, là typiquement on est sur Prometheus, je peux très bien aussi imaginer l'envoyer sur Grafana, ajouter un autre exporteur. Il y a d'autres exporteurs qui existent, qui permettent d'avoir beaucoup plus de métriques et je peux très bien imaginer envoyer tout ça sur un système type Grafana. Donc globalement, ça c'est des plus qu'on aurait pu faire. On aurait aussi pu imaginer mettre du SSL à travers ORDS ou à travers du Nginx, tout est possible. Voilà, donc globalement, on a terminé la démonstration.